deux enfants m'ont raconté des choses que je ne croyais pas au début parce que avant, ils m'ont parlé des gens qui faisaient des danses. Pour eux, les danses, c'était des orgies, des possessions, faisaient des sexes hommes entre hommes, femmes entre femmes. Ça, je n'ai pas compris, moi. Avant, ils appelaient ça comme des danses. En arabe, c'est comme des appellations pour les dessins animés. Il me disait, Raqsat al-Arnab, c'est la danse du lapin, la danse du râteau, la position de l'araignée, etc. J'ai compris qu'il y avait de l'adultère, des orgies. Il me parlait aussi d'opérations de trafic de drogue. Donc, j'ai déposé la plainte. C'était la première plainte, je l'ai déposée le 24 août 2020. Donc, j'ai laissé mes enfants ici parce que j'habite à Nadour et les faits se sont déroulés à Tanger et aux environs. Donc, je suis retournée, Monsieur Karl, j'ai pris mon enfant qui avait à l'époque 8 ans et son petit frère qui avait 6 ans. Je lui ai demandé pourquoi vous ne m'avez pas dit tout ça au début. Il m'a dit, j'avais peur pour toi, papa, j'ai été menacé avec une arme. Donc, ça a commencé avec la menace avec une arme. Donc, j'ai décidé de ramener mon enfant chez un psychologue qui m'a confirmé que mon enfant souffrait d'angoisse et nécessitait un suivi psychologique. À partir de ce moment, à chaque fois que je ramenais les deux enfants chez la psychologue, elle me racontait des trucs bizarres. Il me disait, papa, tu sais, maman, elle mangeait des excréments. Maman, elle faisait ça, des trucs que je ne comprenais pas. Le jour, après 2 mois, le petit qui avait 6 ans et demi, il me dit, papa, tu vois, le monsieur, c'était un policier, il prenait son zizi et me faisait derrière et commençait à danser. À la fin, il a fallu pisser sur moi, son urine était très chaude. J'ai compris que c'était un abus sexuel. J'étais sur l'autoroute, j'ai failli avoir un accident, donc je me suis arrêtée. Je me suis calmée, j'ai appelé la psychologue qui m'a demandé de voir avec un pédopsychiatre. C'est les faits, l'histoire, elle commence à partir du jour où j'ai vu le pédopsychiatre. Parce que le pédopsychiatre, sur son rapport que j'ai envoyé à M. Farid, il me confirme que les enfants, ils ont été victimes d'abus sexuels pendant plusieurs mois et qu'ils étaient menacés et qu'ils avaient peur pour la vie de leur père et de leur frère. Donc, après, j'ai déposé une plainte à Tanger, mais ça, c'est une histoire. Donc, je suis un peu vos reportages. À Tanger, la personne qui était responsable de l'affaire, c'est pire. Alors, je vous donne un exemple. Il commence à poser des questions futiles et banales qui n'ont rien à voir avec les agressions sexuelles. Puis, il sort pour se laver, pour faire la prière. Et il nous dit, attendez, vous allez sortir, on a une intervention, je vais revenir. Donc, l'enfant, il ne pouvait pas répondre. Donc, il a pris quelques questions, quelques réponses. Et après, on est parti. Avec le temps, les enfants, ils me disent, papa, les gens, ils mélangeaient des excréments, de l'urine, du sang, et qu'ils mangeaient. Donc, pour eux, l'urine, moi, j'ai compris avec le temps, ils me disaient, l'urine, il avait une couleur semblable à celle du lait. Donc, j'ai compris que c'était du sperme. Donc, en posant des questions aux enfants, et ils me racontent que les gens se faisaient entailler le bras. Il y avait plus d'une douzaine d'hommes et femmes. Ils s'entaillaient les bras, ils prenaient le sang qu'ils mettaient dans les bouteilles en plastique, ils mélangeaient ça avec les excréments, avec les excréments et les spermes. Les enfants, ils me disaient, ils urinaient dans des ballons. Alors, c'était des préservatifs. Donc, ils mélangeaient tout ça, ils me le mettaient dans un seau, un grand seau métallique. Puis, ils prenaient chacun un petit seau, ou bien à partir du grand seau, ils buvaient ce mélange-là avec des pailles. Il me disait, je vais vous raconter, je vais vous dire quelques... Il me disait que les gens, ils avaient des chaises roulantes avec comme une sorte de toilette. Ils avaient 6 chaises, ils faisaient leurs besoins dans ces chaises-là, et après ils mélangeaient, ils mangeaient ça. Ils faisaient des prières, la prière dans la toilette.
Ils partaient par binôme. Il y avait un homme, une femme. Ils allaient au niveau des toilettes, des cafés, qui sont donc dans plusieurs cafés. Ils ramassaient les papiers hygiéniques usés qu'ils léchaient à la maison ou bien dans d'autres lieux. Mais le pire, monsieur Karl, c'est quand l'enfant m'a dit, tu vois, papa, j'ai vu des corps humains. Moi, j'ai cru que c'était des poupées, des mannequins. Il m'a dit non, papa, il prenait un corps des enfants, il prenait une partie des fesses avec laquelle il préparait des barbecues. Oh, Donc, tu vois, ils sont à côté de moi. Mais ils ne comprennent pas en français, mais les détails, c'est eux qui les connaissent. Moi, j'arrive. Pour vous dire, monsieur Karl, mes enfants, ils ont enregistré 472 audios que j'ai envoyés à monsieur Farid. Et que si vous leur posez une question sur n'importe quel audio, ils vont répondre avec le détail. Ils connaissent telle personne qui dort avec telle personne, les gens qui les ont agressés, ils étaient des homosexuels. Les femmes, ils dormaient entre femmes. Ils obligeaient les garçons à prendre les organes génitaux des agresseurs. Et ils me disaient que, papa, tu vois, quand tu venais chez nous, il y avait l'amant d'un maman, un certain Abdeslam, et c'est un baron de la drogue. Il avait des épées. Il nous disait, si vous dites n'importe quoi à votre père, je vais lui couper le bras. Et prenez un bras, je ne sais pas où ils ont trouvé ces corps-là, il coupe le bras du corps. Donc les enfants, moi je n'ai jamais fait attention aux comportements anormaux des enfants parce qu'ils insistaient pour que je dors avec eux. L'enfant qui a maintenant 8 ans, il faisait ses besoins sur lui alors que je lui ai déjà enlevé les couches, mais j'ai jamais vu des trucs pareils. Beaucoup de choses. Et il mettait l'étoile de David sur le sol avec des chandelles. Combien de chandelles? 5, 6 chandelles qu'il mettait aux extrémités. La maman qui était, je pense, la gourou, je ne sais pas comment il faisait ça, il s'agenouillait, il pratiquait du sexe, il faisait l'amour sur l'étoile, ou bien il se masturbait. L'enfant, il ne comprend pas ce que ça veut dire masturber, mais il dit, même parfois, il me dit, maman, il faisait des trucs bizarres avec les vides. C'est comme s'il faisait l'amour avec un démon, ou bien je ne sais pas comment expliquer ça. À chaque fois que je dis que j'ai compris, je dis que je n'ai rien compris. Et ça avance. C'était la sorcellerie et c'était pire. Parce que je vais vous dire une chose, monsieur Karl, au Maroc, on a ce qu'on appelle les enfants zohri. oui. Les enfants zohri, ce sont des enfants qu'on sacrifie. Mes 2 enfants, ils m'ont dit, tu sais papa, un jour, Abdeslam, il a mis l'épée sur ma poitrine. Il m'a dit, je vais te gorger ce jour. Et là, il l'a fait saigner. Sa maman lui a répondu, attends, ne fais rien, on a encore besoin d'eux. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire zohri, comment les gens arrivent à identifier, mais j'ai ramené chez quelqu'un qui comprend très bien ces choses-là. Il m'a dit, tu sais, je veux pas te faire peur, mais tes enfants, ils sont zohri. Fais très attention, un jour, ils vont te les choper et peut-être les égorger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes flouté, que Ayoub, ça n'est pas votre vrai nom. Vous avez peur, vous avez peur d'une vengeance de ces personnes-là? Bien sûr que j'ai toujours peur. J'ai peur, j'ai changé. Et ils sont venus chercher les enfants plusieurs fois. J'ai déménagé. Ma nouvelle adresse, je ne l'ai pas encore communiquée. J'ai pas refait mon passeport, ni celui des enfants, ni ma carte d'identité, parce que j'ai peur qu'ils trouvent mon adresse. Ça d'un point. Le deuxième point, c'est que mes enfants, maintenant, ils commencent à grandir. Ils ne veulent pas que les gens connaissent leur vraie identité. Bien sûr. Ils comprennent ce qui leur est arrivé. Avant, pour eux, tu vois, ils étaient agressés sexuellement. Ils ont vu les hommes se faire sodomiser entre eux. Les enfants, comme par nature, ils comprenaient que c'était pas bien, mais ils ne comprenaient pas ce que ça signifiait. Maintenant, ils comprennent. Et psychologiquement, comment ils sont?
Psychologiquement, ils suivent avec une psychologue, ça fait presque 3 ans. À chaque fois que la psychologue me dit OK, c'est fini, mais l'enfant, celui qui a 8 ans, qui il a 9 ans maintenant, il dort toujours à mes côtés. Je le mets dans son lit, dans sa chambre. À 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, il se réveille et il vient dormir avec moi. Ils ont peur du noir, ils ont vraiment peur. Et ce qui est malheureux, c'est que ces enfants-là, on leur a fait vraiment souffrir, M. Kahn. Deux enfants qu'on fait venir de Nador à Tanger 8 fois pour voir la police, juste pour approfondir les investigations. Je leur donne le nom du policier qui les a agressés. Il modifie les noms. Il modifie les noms. Même j'ai identifié des agresseurs avec des photos. Et lorsqu'on part devant l'adjoint, le substitut de procureur, il nous ramène une personne qui n'a rien à voir avec la plainte. Je fais une autre plainte au niveau du parquet général à Rabat. Ils me disent, on a perdu le CD. Et lorsque je fais la plainte, ils me disent, pourquoi vous avez fait cette plainte? Non, on a ce CD. Donc, c'est une complaisance, c'est une connivence entre plusieurs personnes parce que les gens de la drogue, ils sont tellement puissants et surtout avec le principal suspect qui est Abdeslam qui est en fuite, en délit de fuite. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le laisser échapper. En principe, c'est quelqu'un agresse un enfant et que l'enfant l'identifie avec 3 ou 4 présentations devant le procureur, il doit être mis à arrêt, en garde à vue. Alors que je vous raconte la petite histoire de ce Abdeslam, il y avait un suspect que les policiers n'ont pas ramené au début. Donc, ils l'ont mis avec plusieurs personnes dans une chambre derrière des vitres. Et les enfants, on l'identifie de premier coup. Le problème, c'est qu'en arrivant au sein de la préfecture de police, le Abdeslam, ce baron de la drogue, il était avec l'officier chargé de l'affaire. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il a su que les enfants ont pu identifier l'agresseur? Le lendemain, il ne s'est plus présenté au tribunal. Et ces gens-là, ils étaient je peux les diviser en 2 catégories. Il y avait les gens qui étaient généralement chez moi, donc ceux qui faisaient des rites sataniques avec des excréments, des orgies, etc. Mais des fois, les enfants, ils étaient drogués et on les emmenait dans un lieu isolé qui n'était pas dans un milieu citadin. Donc, ils étaient à l'extérieur de la ville. Donc, dans cette ferme, les enfants, ils ont donné les détails de la ferme. C'est-à-dire la clôture, comment elle était, la porte, la maison qui était une grande maison. Donc, ils ont dit que c'est à peu près 200 mètres carrés qui étaient bâtis. Donc, c'était un sous-sol et un deuxième sous-sol et 4 niveaux. Il y avait des voitures de luxe, des Porsche, des Ferrari. Ils ont identifié les couleurs des voitures, le type de voiture. Et en sous-sol, ils avaient des voitures et ils avaient des frigos où il y avait des parties de corps humains. Donc, il y avait des corps humains. Et ils ont une grande salle informatique vitrée qui était peinte en blanc. Et ils avaient des caméras. Donc, pour rappel, les enfants, ils étaient filmés. À chaque fois que les agresseurs abusaient des enfants, ceux-ci utilisaient un téléphone portable et un appareil, et c'était toujours le même téléphone et le même appareil. Donc, ils n'utilisaient pas plusieurs appareils. Avant de partir à la ferme, les enfants m'ont dit que ces gens-là les obligeaient à boire une sorte de jus d'orange. Donc, c'était un somnifère. Les enfants étaient endormis à partir de Tanger, et lorsqu'ils arrivaient à la ferme, ils se réveillaient. Là, dans la ferme, c'était toujours la même chose. C'est des orgies, la drogue, le sexe, les corps humains. Donc, ils sacrifiaient des corps humains. Parfois, ils sacrifiaient des chevaux. Donc, ils ramenaient un chevau qu'ils mettaient sur un étal et qu'ils égorgeaient et qu'ils mangeaient. C'est là où ils ont vu les barbecues avec de la chair humaine. Parfois, ils avaient une sorte de tente et ils restaient dehors dans des tentes, des petites tentes par binôme, c'est-à-dire un homme, une femme ou bien 2 hommes, et ils se prosternaient devant la lune avec des périodes bien déterminées. C'est quoi encore? Hein?
Oui, oui. Le pire, c'est qu'ils s'entraînaient à utiliser des armes à feu. Donc, pour que M. Karl et vous, M. Farid, soyez au courant, donc j'ai fait une autre plainte après la fin des investigations. Donc, mes enfants, ils ont été entendus par la Brigade nationale de la police judiciaire à Casa pendant 3 jours. Et c'est, M. Farid, vous savez ce que ça veut dire, la Brigade nationale de la police judiciaire. Donc, c'est même moi qui est un adulte, si je mens, et ils peuvent tout de suite le découvrir. Donc, mais les enfants, ils sont restés 3 jours. Les enfants, ils n'ont changé aucun mot. Donc, tout ce que je vous raconte, et surtout sur les 472 audios, les enfants, ils ont tout expliqué avec le détail. Mais ce qui nous ramène aux investigations de M. Karl, c'est que les enfants, ils ont vu des gens masqués. Des gens masqués avec des capes et des couleurs bien identifiées. Et derrière leur cape, ils étaient identifiés avec des lettres, que ce soit en arabe ou en français, et des chiffres. Ils ne s'appelaient pas par leur nom. Il y avait même des gens qui étaient habillés avec les habits traditionnels arabes. C'est la kifia et le zéro sur la tête. Donc, ça fait penser quoi? À une société secrète un peu? C'est ce que j'ai compris. Les enfants, ils ont été témoins que ces gens-là, ils se réunissaient dans un coin isolé, je ne sais pas dans quelle région, parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Il y avait une sorte de minibus qui prenait ces gens-là et qui les faisait venir dans cette ferme. Le chauffeur de minibus, c'était le fameux Abslam, qui est toujours en fuite. Et ils étaient combien en tout? Entre 30 et 50 personnes. Ah oui. Un autre détail, c'est qu'ils étaient tous des hommes. Il n'y avait pas de femmes avec eux. Pour ce qui est pas de ces 50 personnes, mais pour ce qui est des personnes au départ, ils ont été condamnés, non? 4 des personnes ont été condamnées. Les autres, le juge d'instruction, il a libéré le policier. Alors que c'était le principal accusé. Il a libéré le mari de la grand-mère des enfants parce qu'il a abusé de psy. Ils n'ont pas fait appel à d'autres suspects qu'on a identifiés. Les gens, au début, ils ont nié qu'ils se connaissaient entre eux. Ils ont dit qu'aucun ne connaissait l'autre. Il y avait un témoin, une femme, qui a témoigné que ces gens-là se connaissaient entre eux et qu'il y avait une relation entre eux. Là, ce témoin-là, il est mort juste après avoir mis un bébé au monde. C'était le 17 février 2022. Mais je doute fort que cette femme-là soit tuée parce que sa mère, elle a voulu avoir le rapport d'autopsie de médecin à Tanger. On ne lui a rien donné. Et ça reste un point d'interrogation. Est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce qu'elle est morte naturellement? Personne n'a cherché à savoir. Aujourd'hui, vous faites appel? Oui, je fais appel. Toujours contre ces personnes-là ou vous voulez qu'on entende à nouveau le policier et tous les autres? Chaque fois, on reporte parce que le policier ne vient pas au tribunal. Mais la partie adverse, il essaie d'embrouiller l'affaire. Et de me dire que ça, c'est suffisant, on a 11 ou 12 personnes, pourquoi faire venir le policier? Autre point, M. Karl, c'est que le juge d'instruction, moi j'ai déposé plainte contre 15 personnes, il a pris 6 ou 8 des personnes que j'ai accusées d'avoir abusé ou bien assisté aux abus contre mes enfants, et les a fait comme témoins. J'ai jamais vu un témoin, un accusé devenir témoin. Ça veut dire qu'il y a une forme de laxisme et de protection au sein de la justice, comme on le voit d'ailleurs également en France. Le pire, ils nous ont appelé le 5 avril 2021 pour que les enfants puissent identifier les agresseurs et les confronter. Donc, ils ont confronté leur mère, leur grand-mère, la bande qui faisait partie de la bande, le baron de la drogue. Et une autre personne, c'est un entrepreneur qui aussi faisait partie qui a agressé mes 2 enfants. La loi marocaine stipule que lorsque vous confrontez ces gens-là au niveau de la police judiciaire, le lendemain, on vous présente chez le procureur. Alors moi, on a été présenté le 5 avril. J'ai attendu avril, mai, juin, juillet, jusqu'à ce que je sois parti au tribunal de Tanger.
le mois de novembre. Et ils m'ont dit non, non, on attend de trouver un certain Rachid Moutlamot. Si vous voulez qu'on les présente, qu'on les diffère, on va les différer le mois 11. C'est une sorte de laxisme que j'ai jamais vu, ni lu, ni entendu ailleurs. C'est pas 8 fois, monsieur Karl. Ils sont partis à la police 6 fois. 8 fois au tribunal, avant le premier jugement. Et actuellement, on va partir pour la 8e fois, lorsqu'on a fait appel. Pour la psychologue, on a une vingtaine de fois. Donc, on est obligé de voyager. Parce qu'on n'a pas de psychologue qui est spécialisé dans ce domaine ici, en cette ville. Et pire, c'est pas question d'enregistrer, monsieur Karl, monsieur Farid. C'est que lorsqu'on a une personne ou bien un responsable qui a une certaine connivence et une complaisance avec les accusés, il ne pose pas de vraies questions. Tu sais, l'enfant, il lui dit, j'ai été abusé, il donne le détail du zizi des mecs qui les ont abusés, il lui dit, qui a fait, lorsque ce monsieur était en train de t'agresser, qui fermait la porte? Que faisait ton frère? Et qu'est-ce qu'il regardait à la télé? Et après, il lui dit, mais qui descendait ouvrir la porte? Mais qui fermait la porte? Du moment qu'il sent que l'enfant donne les détails et donne des réponses qui sont claires et bien définies, il ne pose pas les vraies questions ou bien les questions qui sont objectives, qui cherchent à trouver, à confirmer l'abus sexuel ou bien les agissements autres. En plus, il y a un responsable au niveau des tribunaux qui à chaque fois, il veut si la personne n'est pas bien instruite ou bien ne comprend pas, il peut t'écraser, il te dit non, 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 les enfants n'ont aucune trace. Les traces des abus sexuels, elles restent 20 ans. Mais ça, c'est un haut responsable du tribunal. Je ne sais pas où il a trouvé ces 20 ans, alors que j'ai étudié toutes les recherches sur les abus sexuels. Il y a des abus sexuels dont les traces disparaissent après 24 heures, 3 jours, une semaine. 20 ans, je ne sais pas où il a trouvé ça. Et le pire, les enfants, ils ont été abusés pendant plusieurs années, plusieurs mois. Ils me l'ont raconté après 7 ou 8 mois, date du dernier abus sexuel. Ils me demandent de faire l'expertise. Vous savez ce que c'est que l'expertise dans notre hôpital? C'est que le médecin, il prend son doigt, il le met dans l'anus de l'enfant qui commence à crier parce que l'enfant, il a été déjà victime d'abus sexuels et que la Convention des Nations Unies interdit cette pratique-là. Lui, il met son doigt dans l'anus de l'enfant, il vous dit, non, non, il n'y a pas de trace. C'est ça ce que je veux faire entendre aux gens pour que les gens comprennent ce qui se passe. Oui, c'est effrayant. Effrayant. Et l'enfant au tribunal, c'est pire. Il nous fasse venir à 9 h, on reste jusqu'à midi pour qu'il nous appelle, et puis ils nous disent, on reporte. Et le jour du jugement, on est resté de 8 h jusqu'à 22 h au tribunal. Et le jugement a été prononcé vers 5 h du matin. Un enfant qui reste au tribunal pendant 16 ou 14 heures, vraiment, c'est du jamais vu. Et pire, il faisait des reports. Les enfants, la partie adverse, on voulait kidnapper les enfants à l'intérieur du tribunal. On a été attaqué par une vingtaine ou 30 personnes. Heureusement qu'il y avait des avocats qui ont protégé les enfants parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose allait mal. J'ai fait une plainte, j'ai dit aux gens, voilà, vous pouvez consulter la vidéosurveillance et vous allez trouver les agresseurs qui voulaient kidnapper mes enfants. À ce jour, rien n'a été fait. Merci, monsieur Ayoub, pour le courage que vous avez de nous raconter ce calvaire. J'espère que la justice marocaine va être efficace. J'ai confiance dans la justice marocaine parce que, vous savez, avec tout le calvaire qu'on a dû supporter, le jour du jugement, le juge que je respecte, que je salue à partir de votre chaîne, il a posé une multitude de questions aux enfants. L'avocat de la partie adverse, il a posé plus d'une cinquantaine de questions aux enfants. Ils ont répondu clairement et avec le détail près, sans aucune faute. Ça, j'espère que tous les juges sont pareils à celui qui a prononcé le jugement, même s'il paraît que le jugement était insuffisant, mais c'est pas de sa faute, c'est pas là pour le défendre, mais c'est la faute aux gens qui ont fait les investigations, les recherches depuis le début.